Bonsoir à tous. Michel Villorca, Régis Méron, merci d'avoir accepté notre invitation à venir échanger autour de votre ouvrage Grand âge et fin de vie. Donc Michel Villorca, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez dirigé la fondation Maison des sciences de l'homme et présidé l'Association internationale de sociologie. Régis Méron, vous êtes anthropologue et sociologue. Vous êtes docteur associé au laboratoire Groupe, Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des hautes études. Et vous animez ensemble avec Philippe Portier la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme. Donc ce soir, Michel et Régis, vous allez pouvoir nous présenter, donc dans un premier temps, peut-être votre réflexion sur le grand âge, ce que vous nommez dans votre livre Les Vieux, la fin de vie, et également la place des vieux dans notre société. Ensuite, comme vous avez suivi notre convention citoyenne avec beaucoup d'intérêt et d'attention, vous avez pu observer au niveau, tout ce que vous allez pouvoir nous présenter, tout ce que vous avez pu observer au niveau de l'organisation et également dans la mise en œuvre avec les citoyens tirés au sort de l'intelligence collective. Et on a pu aussi voir dans votre livre les limites constatées de la démocratie délibérative. Et je pense que ce soir, on pourra échanger sur ces sujets. Et puis, dans une troisième partie, qui va certainement beaucoup nous intéresser également, on souhaiterait connaître les évolutions que vous préconisez pour rendre plus efficace le dispositif des conventions citoyennes et également les pistes de travail pour que le grand âge et la fin de vie soient en phase avec citoyenneté et engagement pour former une société plus humaine et inclusive. Donc, on vous remercie beaucoup pour vos analyses. Eh bien, je pense qu'on va aborder rapidement les trois parties que vous suggérez, peut-être alternativement, Michel et moi, pour chaque partie en fait. Pour pas, voilà. La question du grand âge, puisque c'est là-dessus que s'ouvre notre livre. On s'est dit que d'abord, il fallait analyser en sociologue la condition des vieux aujourd'hui, qui n'est plus la même que, il y a quelques années, quelques décennies. D'abord, la vieillesse n'est plus forcément associée à la maladie grave. Les maladies elles-mêmes évoluent. Il y a les maladies de déclin lent et puis ce qui peut mener à la fin de vie, ou alors au contraire les maladies chroniques. Mais il faut dissocier la vieillesse de ces périodes de maladie. Alors que par ailleurs, la question des vieux est aussi une question sociale aujourd'hui, puisque la société ne sait pas que faire de ces vieux, pour schématiser, c'est-à-dire que ils sont très souvent isolés, isolement social, solitude, ne sachant pas utiliser Internet, ce qu'on appelle l'électronisme, enfin ce genre de choses. Ce n'est pas en suivant la convention qu'on a le plus réfléchi à la question du grand âge, mais on a eu des rencontres avec des associations impliquées dans, j'ai envie de dire, le combat des vieux. Vous connaissez peut-être Hold Up, vous connaissez peut-être des gens qui ont créé le CNAV, c'est Conseil national autoproclamé de la vieillesse. On a été à des réunions aussi chez Ariane Nouchkine, vous savez, la directrice du Théâtre du Soleil à Vincennes. Bref, parmi les choses qui nous ont les plus intéressés, si vous voulez, il y a d'abord le rapport au médecin qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était il y a 30, 40, 50 ans. Il y a le fait que des vieux peuvent s'engager en tant que vieux. Et puis, un thème très très important, est-ce qu'il y a ou non un conflit de génération? Ça, c'est un thème qui nous concerne, je crois, tous, quel que soit notre âge. Nous avons été concernés embarqués dans des discussions importantes là-dessus, à l'époque du Covid déjà. En gros, certains disaient,
priorité aux vieux, et tant pis pour l'économie, et tant pis pour les jeunes générations, il faut être solidaire, priorité aux personnes âgées. Et d'autres qui ont dit, mais non, il faut s'occuper des jeunes, il faut ne pas embêter les jeunes à être obligés d'être confinés, des choses comme ça. Et donc, ce qui nous frappe, je le dis comme ça pour la discussion de tout à l'heure, c'est il faut absolument refuser l'idée d'un conflit de génération. Oui. Comment réfléchir ensemble à, à agir de telle sorte que ce qui est bon pour les vieux le soit pour les jeunes et vice-versa, et non pas que les intérêts s'opposent Il faut ou se croisent. préciser d'ailleurs à ce propos que, surtout en sociologie et même dans le débat public, il y a un débat récurrent qui pose la question de la responsabilité des vieux par rapport aux jeunes, enfin d'un conflit de génération. Il y a eu plusieurs ouvrages dont Louis Chauvel qui s'est fait connaître pour ça et qui mettait en cause la génération de 68, les boomers, qui auraient eu toutes les responsabilités. Et ça serait leur faute si la société actuelle est en crise. Et donc, ce seraient des gens qui, de façon totale, disons, toute une génération serait responsable des malheurs des jeunes aujourd'hui. Donc, c'était un des préalables d'indiquer que ce débat-là n'a pas de sens et qu'en tout cas, on peut pas avancer si on conflictualise comme ça. D'ailleurs, enfin, simplement, il n'y a pas d'homogénéité. On ne peut pas opposer comme ça. Ça ne correspond pas à une réalité sociale. Il n'y a pas des vieux qui s'opposent à des jeunes, en fait. Enfin, Alors, donc, c'est un premier thème de réflexion qui nous semble très, très important. On n'en parle pas dans le livre, mais je voulais vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à la question liée à la question de l'héritage et au fait et de l'épargne, et au fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tous les vieux sont riches, mais qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui ont pas mal d'argent. Alors, au-delà des discussions qu'on peut avoir sur quand ils n'ont pas toute leur tête, les très vieux, comment on fait? Au-delà de ça, une question intéressante, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas encourager les personnes âgées à, d'une part, redistribuer davantage leur épargne vers les jeunes générations, mais d'autre part, à le faire au profit de la communauté nationale. C'est-à-dire en, en donnant en quelque sorte une partie de leur épargne sous forme d'investissements qui peuvent être utiles à la collectivité nationale, mais sur lesquels les jeunes générations auraient quand même leur mot à dire. On a lu des choses hallucinantes. Je crois que très souvent, c'est à l'âge de 60 ou 70 ans que les gens héritent. Eh bien, à 60 ou 70 ans, c'est peut-être un peu tard pour utiliser l'argent que les parents ont épargné. Bon. Donc, vous voyez, ce genre de discussion. En tout cas, moi, je trouve que si votre association doit continuer à démultiplier les réflexions, les rencontres, etc., ce thème de l'argent des vieux pourrait être un thème intéressant. Hein, ou l'épargne des personnes âgées. on peut peut-être passer à la deuxième partie maintenant. Donc, sur la question de la Convention citoyenne telle qu'on a pu l'observer, alors là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Disons que dans le fonctionnement même de cette convention, ce qui nous a semblé tout à fait intéressant et remarquable, c'est entre guillemets l'intelligence collective, c'est-à-dire le fait que globalement ça marche très bien, le fonctionnement par petits groupes, la discussion se construit et les gens sont arrivés à un haut niveau de maîtrise qui ont fait que on avait le sentiment à la fin que la plupart enfin quasiment tous les citoyens étaient au niveau expert, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils avaient autant de connaissances que les dits experts. Donc ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Et en ce sens, moi, il me semble que c'est vraiment un élément intéressant du point de vue même de la fabrication de la démocratie. Parce que finalement, c'est une des hypothèses qu'on a dans ce livre, c'est que dans une démocratie qui est vacillante, qui est problématique à plus d'un titre, qui est très conflictuelle aujourd'hui, où en plus les gens ne votent de moins en moins, eh bien, ce mécanisme-là montre une efficacité réelle. Il implique des gens qui arrivent à un niveau de connaissance élevé et qui sont capables de raisonner sur des choses très pointues. Et moi, il me semble que c'est vraiment
quelque chose qui devrait faire partie de l'essence même de la démocratie. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement enrichissant de le voir à l'œuvre. Bien sûr, c'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on a pu voir dans les petits groupes que certains groupes fonctionnaient mieux que d'autres. Euh, mais ça, c'est la répartition due au hasard, en quelque sorte. Mais malgré tout, c'est extrêmement impressionnant. Alors, je vais ajouter une ou deux choses. Premièrement, votre groupe, je parle de la convention dans son ensemble, était très fort, au sens de capable d'imposer sa réflexion, non seulement en interne, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Moi, je m'attendais, pour vous dire la vérité, à ce que tout au long de la convention, vous soyez l'objet d'attaques terribles venues de l'extérieur. Des médias, de gens qui étaient hostiles aux orientations que vous pouviez plutôt représenter. Je vous ai trouvé très fort, ce qui fait qu'il y a eu des petits épisodes médiatiques avec le Figaro, je pense, avec le Figaro, peut-être avec la Oui. Croix, je ne sais plus. Mais je dirais, c'est rien du tout. Vous avez été profondément respecté. Et quand ces épisodes ont pris un tour un peu aigu, ça s'est vite calmé. Ça s'est vite calmé. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'expérience a été réussie aussi parce que vous avez montré votre capacité à imposer votre propre réflexion dans un pays où on passe son temps à faire des mauvaises polémiques, des mauvaises controverses et des choses comme ça. Il y a une autre chose qui nous a aussi beaucoup frappé. Alors ça, c'est dans le déroulement de la convention. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai ressenti. Au début, on vous dit, vous allez avoir des auditions. Donc, vous allez être un peu passif. Vous allez écouter des gens qui vont vous apporter les éléments de connaissance dont vous avez besoin. Certains n'en avaient pas vraiment besoin, d'autres en avaient complètement besoin. Mais au bout d'un moment, ça m'a vraiment passionné de voir que ça suffisait comme ça. On veut s'approprier la convention. Et par conséquent, on n'est pas là pour écouter des experts qui vont nous dire comment réfléchir. Et par conséquent, toutes ces auditions ont commencé à sembler moins nécessaires, moins utiles, moins passionnantes aussi pour vous, et parce que vous vouliez avancer dans votre réflexion. Et donc, je pense qu'il y a eu je vais le dire comme ça a été une réussite parce qu'il y a eu une bonne dynamique. On commence par recevoir des gens, des invités en quelque sorte, qui nous aident à réfléchir. Ils nous agacent parfois, ou ils sont sans surprise. Moi, j'avais été stupéfait par la séance avec les responsables religieux. Et au bout d'un moment, ça va, quoi. Et même comme quelqu'un comme Delfrécy, on l'écoute avec intérêt, mais on a envie de passer à autre chose. Oui, oui, oui. Un autre point qui marque à la fois l'aspect volontaire des citoyens, d'après nous, mais qui montre aussi peut-être les limites de l'exercice dans l'état actuel des choses, c'est le rapport aux politiques. Et on a pris comme exemple qui illustre bien ce problème le speech de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, qui, dans une confrontation avec un citoyen qui pourtant lui posait une question tout à fait légitime, à savoir, est-ce qu'on est sûr que ça va nous servir à quelque chose? Entre nous soit dit, on voit bien il avait raison de poser cette question, puisque pour l'instant, rien n'a été fait, donc c'était pas si bête cette question. Et donc, vous en souvenez évidemment, elle est montée sur ses grands chevaux, et en fait, on pouvait lire derrière ça une sorte, enfin, on peut imaginer qu'il y avait aussi une sorte de crainte, peut-être d'appréhension un peu inconsciente, comme si les citoyens d'une convention citoyenne menaçaient en quelque sorte la démocratie représentative, puisqu'elle a martelé vous n'êtes pas représentatif, etc. Enfin, vous vous rappelez bien. Donc ça montre bien la difficulté, en tout cas, dans l'état actuel des choses, d'articuler les processus de démocratie citoyenne délibérative avec l'Assemblée nationale et avec le corps des élus. Et donc ça, c'est aussi tout à fait intéressant. Bon, on sait que c'est un processus en construction, et on ne sait pas quand ça sera construit d'ailleurs complètement, mais on voit bien là pour l'instant la limite. Ça nous semblait tout à fait révélateur ce moment-là. On en reparlera un peu tout à l'heure, hein, 5 minutes de la question du rapport aux politiques. Mais auparavant, je voulais dire aussi autre chose. Moi, j'ai été très intéressé de voir qu'il y avait un grand intérêt pour connaître ce qui se fait ailleurs.
Vous savez, d'habitude, les réunions en France, elles sont assez franchouillardes. On parle de la France, point final. Or là, bah écoutez, tout le monde maintenant est compétent pour parler du modèle suisse, du modèle belge, de l'Oregon, que sais-je encore. Donc, avec des degrés différents, bien sûr, mais quand même l'idée de ce qui se passe ailleurs peut nous aider à mieux réfléchir. Et ça aussi, c'est quelque chose de très positif du point de vue de la Convention. Sur le rapport aux politiques, si je peux ajouter... Vas-y. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé après. Donc, la Convention se termine, vous êtes reçu à l'Élysée, et le président vous dit, promis juré, en septembre, à la fin de l'été, je dépose un projet de loi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas déposé? J'ai fait l'hypothèse, c'était peut-être lié à la venue du pape à Marseille, peut-être qu'il ne voulait pas déplaire au pape. Mais en même temps, il donnait l'impression, je le dis avec beaucoup de respect pour l'homme et pour la fonction, enfin, il donnait l'impression de procrastiner, de pas trop savoir où il voulait aller. Parce qu'un coup, il nous donne l'impression d'écouter le pape, qu'il pousse dans une direction. Un autre coup, il reçoit Lynn Renault, il va dans une autre direction. Vous voyez, on avait ce sentiment-là. Et puis, ça traîne, et enfin, un projet de loi est déposé plusieurs mois après la date promise, hein, plusieurs mois. Alors on se dit, ça y est, c'est bon. Et puis, crac, je ne sais plus ce qui se passe, c'était pas la dissolution, ou si c'est la dissolution, c'est la dissolution qui arrive, et tout ça se casse la figure, c'est remis au calendes, on a le sentiment que ça ne se fera jamais. Bayrou l'a évoqué, mais pour finalement ne rien voilà. faire. Hein, si Donc, et je voudrais vous dire mon inquiétude là. Moi, je trouve que plus le temps passe, plus votre travail est presque oublié. C'est-à-dire que, et c'est profondément injuste, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que des voix se font entendre dans un sens, dans un autre, on en entend de temps en temps dans les médias, comme s'il n'y avait pas eu la Convention. Hein, comme si il fallait remettre les compteurs à zéro et recommencer toute la discussion. Et donc moi, je ne sais pas comment, et je ne peux pas vous donner le conseil, mais si moi j'étais membre citoyen de la Convention, je demanderais à ce qu'il y ait une prise de position publique forte pour rappeler le rapport que vous avez rédigé, le fait qu'il a été accepté quand même par le chef de l'État, et pour rappeler votre existence. Ajouter que ça donne le sentiment de l'instrumentalisation du travail des citoyens par les politiques, c'est-à-dire on utilise ça dans un moment donné pour flatter l'opinion, puisqu'il y a juste avant qu'il lance cette opération, il y avait eu un sondage vous vous en rappelez, qui était extrêmement favorable à l'euthanasie. Et donc, on a quand même le sentiment hélas, que c'est plutôt instrumentalisé, plutôt que véritablement ça débouche sur des politiques publiques de santé. Puisqu'en fait, l'objectif, idéalement, c'est que ce genre d'événement devrait servir à co-construire des politiques de santé publique. Et donc, en fait, de participer à la vie politique pleinement. Et ça donnerait une dimension au travail des citoyens qui serait bien supérieure. Le problème, c'est comment arriver à ça. Voilà, parce que, alors, on va vous indiquer les quelques points qui nous semblent, je vais le dire de façon constructive, susceptibles d'être améliorés à l'avenir, y compris dans d'autres conventions que la vôtre, mais en tirant les leçons de votre expérience. Premièrement, c'est très coûteux, une convention comme la vôtre. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais mobiliser 185 citoyens, des équipes entières, de consultants, du Conseil économique, social et environnemental, leur payer des transports, payer du logement, nourrir les gens, enfin bref, tout ça coûte cher pour former, pour élever très haut le niveau de la capacité d'analyse et d'action de 185 personnes. Pour un pays qui compte 68 ou millions d'habitants à peu près, comment dire, s'il fallait élever le niveau de tout le monde, vous vous rendez compte de ce que ça coûterait. Et donc, le premier point, c'est comment imaginer de démultiplier les choses de façon à ce que ce soit beaucoup plus de citoyens qui puissent participer à des initiatives comme ça. Alors, je sais que vous avez des réunions, vous en avez dit 2 mots, d'ailleurs, tout à l'heure, localement, que bon, mais on pourrait imaginer, c'est la première chose, une sorte de décentralisation de ce genre de convention. Ce que fait un peu le CESE, mais c'est peut-être pas assez quand même. Imaginez, je ne sais même pas combien il y a de régions maintenant en France, mais imaginez une convention par région
et non pas simplement une convention nationale. Vous voyez des choses comme ça. La deuxième chose qu'on pourrait aussi imaginer, je vais vous lire parce que je vais faire une comparaison avec les cahiers de doléances. Vous avez vu que, vous savez qu'à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des cahiers de doléances. Oui. Et puis, ça a traîné, on ne sait pas trop qui les a remplis, où ils sont archivés, est-ce que tous... Bref, on les a toujours pas utilisés, ou très peu. Alors, je fais au passage d'ailleurs, la revue Sciences Humaines sort son prochain numéro totalement consacré au cahier Ouais. de doléances des Gilets jaunes, d'ailleurs. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que imaginez maintenant qu'au lieu de remplir à la main sur des cahiers, ces fameux cahiers de doléances, et de dire ce qu'on avait à dire, imaginez que tout ça se soit fait sur ordinateur et directement, et sur Internet. Imaginez que les gens aient tapé ou envoyé même leurs trucs sur Internet. Mais on pouvait les traiter immédiatement et à une échelle nationale, tout de suite. Hein, on est capable d'analyser, il existe des programmes d'ordinateur, des algorithmes, enfin, des outils numériques. Et donc, je pense qu'une deuxième chose, c'est qu'il faut une réflexion technologique sur comment démultiplier l'efficacité d'une convention comme celle que vous avez connue. Et puis, par ailleurs, je pense que la grande question que Régis a déjà évoquée, c'est celle du rapport aux politiques. Non seulement il faudrait que les choses soient claires dès le début, qu'on dise clairement aux gens, voilà ce qui sera fait de votre travail, de vos réflexions, mais que ce soit un peu mieux structuré. On vous a un peu trimballé, hein, pour le dire comme ça, un peu de méfiance à certains moments, de promesses à d'autres moments. Enfin, le résultat, hein, et les dernières choses que j'ai entendues du Premier ministre, c'était qu'il envisageait un traitement séparé pour euthanasie et suicide et pour soins palliatifs. Je ne crois pas que ce soit ce que vous avez voulu. Hein. Moi, j'ai compris autre chose dans vos réflexions, dans votre rapport. Donc, comment éviter à l'avenir que ces conventions soient si mal articulées à l'action politique? Il y a vraiment un problème qui mériterait réflexion. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément positif dans ces conventions citoyennes, parce qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est ce que vient de dire Michel, c'est l'articulation avec le politique. L'autre élément, mais politique au sens plus large, c'est le fait d'impliquer des citoyens dans l'action politique, dans la sphère publique. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui fonctionne en soi. C'est ce qu'on a vu avec cette convention citoyenne. Là, le problème est différent. C'est un problème technique, un problème de moyens. Comment multiplier ce genre d'événements pour que ça soit suffisant? Parce qu'évidemment, là, pour l'instant, c'est une goutte d'eau dans un océan, puisque c'est un tout petit nombre de citoyens. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus pour que ça ait un impact réel sur la société en général. C'est-à-dire pour politiser quelque part, pour impliquer plus les Français dans les pratiques politiques. Voilà, et moi je termine par un mot. Ce que vous avez fait, ça a été aussi une superbe leçon de démocratie. Quand on crée les conditions pour que la démocratie fonctionne bien, eh ben on s'aperçoit que les gens se comportent de manière très démocratique. Moi, j'ai été très impressionné par la façon dont les gens minoritaires étaient respectés et écoutés, je dirais, au bon niveau. Il n'y avait ni excès, ni défaut. C'était vraiment formidable de voir que, oui, on peut être très minoritaire et se faire entendre, et présenter ses arguments, les mettre en discussion, et voilà. Et donc, j'ai trouvé que ça aussi, c'était une démonstration de la force de cette expérience. Voilà en gros ce qu'on voulait peut-être vous proposer comme retour en quelque sorte, parce que nous, on a été vos invités en quelque sorte. On a été là que parce que c'était possible de votre point de vue. Et donc, on a aussi à revenir vers vous, c'est ce qu'on vient de faire là maintenant, et à vous remercier. Je voulais le faire aussi. Merci beaucoup, merci Michel, merci Régis. Je ne sais pas s'il y a déjà... Oui, Marc-Olivier, tu as la parole, pose la première question. Merci. Alors d'abord, merci pour cette présentation, merci pour votre bouquin, c'est un véritable bain de jouvence pour nous. Et c'est pas une question d'âge là, hein. Je vais me concentrer sur la fin de vie. La partie sur le grand âge est très intéressante, mais en fait la fin de vie ne concerne pas que le grand âge. Et donc je vais partir plutôt là-dessus.
et vous tirez beaucoup de leçons très intéressantes. La première, et vous l'avez citée, c'est sur l'intelligence collective, et dont j'ai compris qu'elle était largement fondée sur la diversité des membres de la Convention, qui s'opposent peut-être à d'autres endroits où il y a des débats et où, paradoxalement, même si à l'Assemblée, on peut avoir l'impression qu'il y a des grandes divergences de vues, droite, gauche, etc., eh bien, il y a un certain moule qui fait qu'ils sont un peu tous pareils. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant, je voudrais peut-être le développer. Le deuxième, c'est la question que vous vous posez sur animation ou pas. A-t-on besoin d'être encadré? Et j'ai l'impression qu'on y a gagné, mais vous vous inquiétez d'un côté top-down. Je ne sais pas quelles autres solutions il peut y avoir. Troisièmement, et là c'est en vous écoutant, vous avez évoqué le fait qu'il pouvait y avoir un besoin d'information en général, des questions que les gens pourraient poser. Je me souviens, il faut qu'on recreuse cet aspect-là, qu'à la fin de la convention, on nous a dit qu'il y avait avec l'IA un système qui allait être mis à disposition pour permettre de poser des questions et de voir pendant la convention quelles réponses avaient été données à ces questions. Et c'est peut-être quelque chose qu'on doit remettre à l'honneur. Après, ça n'est pas pareil de faire ça et simplement poser des questions, et ce qui a été organisé, c'est-à-dire de passer du temps à éclairer un avis. Et là, c'est compliqué quand même, faire ça à très grande échelle. Donc, je ne sais pas vers quoi on peut aller. Et puis, un petit regret, je finis là. Nous, on a découvert pendant cette convention l'importance des votes. Non seulement la façon dont est posée la question, et vous insistez là-dessus, mais la diversité des méthodes de vote, le fait qu'elles peuvent donner des résultats très différents. Et c'est un point peut-être sur lequel vous êtes moins penché. Alors, on va reprendre les 1, 2, 3, 4 points que j'ai notés. Je vais peut-être prendre les deux premiers D'accord. et Régis les deux suivants. Sur la diversité, ça c'était indispensable. C'est indispensable. Et évidemment, votre convention n'était pas représentative statistiquement de la France. Oui. 185 personnes sur je ne sais pas combien de population, même à partir d'un certain âge. Non, certainement pas. Mais vous nous donniez quand même l'image d'une sorte de structure différenciée de la société. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas là, mais c'était peut-être une bonne chose que ce soit pas là. C'est que tous les gens qui étaient là étaient volontaires, avaient fait savoir, vous n'avez pas été tiré au sort comme un jury d'assises. Hein, on ne vous a pas dit, il faut y aller. Vous avez dit, j'aimerais pouvoir y aller. Bon. Et donc, c'est moins bien parce qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas parce qu'ils ne sont pas volontaires pour ce genre de choses, mais c'était mieux parce qu'évidemment, la motivation était plus grande dès le départ. Hein, ça me semble très important et donc je maintiendrai ce principe à l'avenir. Et en ce qui concerne la diversité, moi je fais partie des gens qui considèrent que plus un groupe est homogène, pour une raison ou pour une autre, et moins il est capable de progresser, de se transformer. Et donc s'il n'y a pas en interne des éléments de différenciation, bah, ce sera plus dur de faire avancer la réflexion. Alors, sur le deuxième point, alors là, c'est passionnant. Moi, je vais vous parler de mon expérience comme chercheur, pas dans la convention, mais dans d'autres recherches. Moi, j'ai souvent fait des recherches dans lesquelles le chercheur intervient beaucoup avec des groupes. Imaginez un groupe et le chercheur lui dit, voilà comment j'analyse votre action. Et le chercheur leur dit aussi, voilà comment je pense que votre action pourrait être encore plus importante à condition que ceci, cela. Or, c'est tout le contraire d'un gentil animateur genre Club Méditerranée. Okay, hein, c'est tout le contraire de on distribue la parole, on s'assure que tout le monde peut parler et on ne va pas beaucoup plus loin. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Et ça a quand même été plutôt ça, ce qui était nécessaire. Mais moi, je pense qu'il n'est peut-être pas mauvais d'envisager peut-être des sous-groupes ou des moments, je ne sais pas, où on accepte de se confronter à des gens qui nous diraient, écoutez, c'est pas mal ce que vous faites. Mais si vous preniez en considération en plus ceci, ceci et cela, ce serait encore mieux. Et donc, oui, vous tirez vers, justement, vous avez dit top-down, je vous dirais, vous tirez vers le sommet, tirez le groupe concerné par le sommet. C'est-à-dire que ce que veut dire Michel, il me semble, c'est qu'il y a peut-être une façon quand même d'organiser la délibération
en faisant émerger d'une réflexion de type intellectuel, c'est-à-dire un raisonnement, des éléments ce qui n'était pas exactement la logique qui venait plutôt de l'entreprise, tel que ça a été fait pendant la Convention, où en fait il n'y avait pas euh, de, 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 de cette tendance à intellectualiser. Enfin, je sais pas comment tu vois un peu Oui, ce que c'est. bon, l'idée c'est peut-être que des intervenants, comme les consultants que vous avez eus, pourraient avoir comme rôle de vous stimuler et pas simplement Voilà. de vous donner l'occasion de vous exprimer et d'élever vos connaissances et votre C'est-à-dire capacité qu'ils mettaient tout d'analyse. sur le même Voilà. plan. Ne pas tout aplatir Voilà. et même, et même ne pas avoir peur des moments de tension interne, par exemple, à un des petits groupes. C'est pas forcément mal, les tensions des gens qui sont pas d'accord, si on sait les dépasser, si on sait les analyser, si on sait y réfléchir. Donc voilà. Donc moi, je ne serais pas hostile à l'idée qu'il y ait des moments où, il y en a eu hein, d'ailleurs, mais où le rôle des consultants serait davantage d'impulser des dynamiques et pas simplement de veiller à ce que tout le monde soit bien dans le jeu des discussions. Je veux dire un mot peut-être de la question de l'intelligence artificielle et de l'importance des méthodes de vote. Oui, moi déjà, c'était la troisième question, je crois, sur l'avis, sur le fait qu'on impose un seul avis à très grande échelle et que c'est pas possible, évidemment, d'avoir une sorte d'unanimité. J'ai envie de dire que c'est pas grave, ça c'est le principe de la démocratie. Ce qui me semble surtout important, c'est tout le processus de délibération. Entre nous soit dit d'ailleurs, et je trouve que il y a eu beaucoup trop de temps, mais bon, c'est quelque chose qui se met en place à chaque fois, enfin s'améliore à chaque fois, mais je crois que pendant la Convention, il y a eu beaucoup trop de temps a été passé pour supposément faire comprendre aux citoyens ce que c'était que la délibération. Je pense que les gens peuvent comprendre assez rapidement ce que c'est. Euh, et donc, c'est un processus et c'est bien normal en fait qu'il n'y ait pas un seul avis. Il y avait, enfin, moi j'ai compris que dans la question, il y avait aussi l'idée qu'il faut du temps pour progresser. Et que est-ce que les outils comme l'intelligence artificielle ne feraient pas avancer trop vite en quelque sorte Ah, autrement dit, si l'intelligence artificielle vous dit voilà l'état mondial de la réflexion et voilà le mieux à quoi on peut aboutir, ben, si on n'a pas chacun fait le chemin, discuté, ah oui. réfléchi, sous-pesé différents points de vue, différents arguments, etc. À titre personnel, je serais plutôt opposé à cette idée d'utiliser l'IA parce que, alors c'est un peu coûteux effectivement en nombre de personnes pour regrouper les éléments, etc. Mais demander à un robot ça peut mener aussi à des erreurs, euh, enfin, je pense que c'est pas idéal parce que on a besoin justement tout ce processus consiste à penser les choses. Mm. Et une machine, ça pense pas, donc Et, et, on peut déraper, je pense. et je rajoutais une chose, là je vous parle par expérience de recherche que j'ai pu faire dans le passé. Si on avance trop vite dans la progression intellectuelle à propos d'un problème ou d'un autre, eh bien, on a avancé très vite, mais on l'oublie aussi très vite. Je veux dire que si on veut que ce soit durable en quelque sorte, il faut y avoir passé du temps. Hein. Il faut avoir, voilà, y compris la connaissance que vous avez pu avoir entre vous, les uns des autres. Si on avait dit on a un système d'intelligence artificielle, on va faire en 2 jours ce qu'on a fait en 15 jours, je simplifie. Ben, vous vous connaissez beaucoup moins bien, vous avez moins envie peut-être de continuer, etc. Donc le temps faisait partie du processus. Et moi, ce que j'ai vu m'a semblé plutôt bien. La dernière question, Régis, c'était sur les méthodes de vote. Euh, alors là, je suis pas sûr qu'il y ait une bonne méthode de vote en réalité. Vous faites allusion peut-être au fait de soit la main levée, soit la machine. Les votes à question ouverte, les votes à question fermée, Ah, pardon. les Ah votes oui. sans candidat, les votes avec candidat, Oui. euh, les votes à majorité ou bien par élimination, etc. Je vais pas tous les citer là, mais ça nous D'accord, a d'accord. frappé combien nous étions ignorants là-dessus Ah oui, et on oui. le reste, mon intervention le montre encore, et ça façonné l'évolution de la Oui, oui, ça, discussion. Dire une chose ici. Il y a eu au moins un épisode, il y en a peut-être eu plus, mais moi j'en ai un en mémoire, au cours duquel un vote s'est révélé foireux, ah oui. mal préparé. Hein, bon. Et après, ça a suscité des tensions, des problèmes.
Bon, donc je crois que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, quand on participe à une expérience comme celle-là, d'une part, il s'agit de réfléchir au contenu, mais d'autre part, il s'agit de faire en sorte que tous ceux qui y participent maîtrisent bien les dispositifs de vote et que tout soit bien clair, bien clarifié. Et c'est pas évident, vous avez raison, Marc, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a plusieurs façons d'agir. Bon, Et ça voilà. n'a pas été Voilà. explicité ou Ce qu'il beaucoup faut, trop rapidement. voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est l'improvisation, changer d'avis au dernier moment, faire un vote pas exactement comme il avait été prévu. Enfin, Et d'ailleurs, à ce propos, enfin, on l'a pas trop dit dans le livre, mais c'est vrai que je crois que ça vient aussi du fait que il y avait des tas de choses qui se passaient en coulisses avec le comité de pilotage et qu'il y avait des tensions internes qui faisaient qu'ils changeaient de méthode en cours de route, ils en inventaient de nouvelles. Enfin, il y avait quand même tout un work in progress qui, à mon avis, desservait quelque part la Convention citoyenne, parce que si les règles changent au fur et à mesure et que le comité de pilotage lui-même n'est pas clair, on voit mal comment ça pourrait l'être pour les citoyens. Je vais me permettre d'ajouter un mot, puis après je me tairai. C'est pas une défense du comité de gouvernance, mais s'ils n'avaient pas adapté les choses, on n'aurait pas été content. Ils ont le droit de faire des erreurs et ils l'ont reconnu. Et donc ça, c'est quelque chose, si d'autres nous écoutent après dans cette vidéo, il ne faut pas qu'ils aient l'impression, il est facile de critiquer. Et nous-mêmes, on a vu la complexité du schéma. De même, je me permets de clarifier une chose que vous avez dite au début, et c'était pas du tout votre intention. Nous avons tous bien été appelés au tirage au sort, et c'est ensuite que nous nous sommes déclarés volontaires. bien sûr, Bien Nous sûr, avons bien été sûr. volontaires d'abord, puis tirés au sort Évidemment, parmi des volontaires. évidemment. Mais vous avez raison que ça peut créer un bien parce que par définition, ça veut dire qu'on était prêt à passer du temps sur un sujet d'utilité publique. Et sur la complexité du copil, moi je pense quand même que trop de complexité mène à de la complexité, justement. Donc parfois, il faut aussi savoir faire simple. je voudrais ajouter juste une petite chose. Il y a un mot, je ne crois pas qu'on l'ait encore utilisé ce soir, mais qui me semble important. Il y a eu beaucoup de bienveillance dans toute cette Oui, expérience. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. Dans notre pays où on est dominé par la oui, oui, c'est méfiance, vrai. le soupçon, etc., eh bien, écoutez, qu'il y a un lieu comme ça bienveillant, et je dirais même le droit à l'erreur. En France, on déteste les Oui. gens qui se trompent. Hein, bon, eh bien là, vous venez de le dire, Marc. Bah oui, le copil a pu se tromper un jour. Bah oui, et alors, on est bienveillant, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on avance au lieu de lui en vouloir, de régler des comptes Bien et sûr. que c'est. Donc ça, je voulais dire aussi une chose très simple. Votre rapport est génial. Et c'était pas évident, parce que vous vouliez le faire vous-même, mais c'était pas possible de le faire écrire à 185 personnes. Vous ne vouliez pas qu'il soit écrit par des consultants, mais enfin, c'était bien utile qu'il y ait des gens pour vous accompagner dans l'écriture. Je trouve que le résultat est vraiment bien, parce que vous dites des choses clairement, fortement. On a vraiment une image claire des différentes positions, des différents même Oui. poids relatif des positions sur tel ou tel aspect des choses. Et c'est un beau travail et c'est vraiment quelque chose que vous avez coproduit avec les consultants, mais où chacun Oui, était oui. dans son rôle. Non, il faut reconnaître aussi sur la tolérance, les consultants étaient extrêmement ouverts et sympathiques, c'est-à-dire qu'il y avait aucune pression de leur part, enfin du point de vue affectif ou humain. Et je trouve aussi la tolérance, c'était par rapport aux chercheurs, c'est-à-dire que c'était quand même un plaisir de pouvoir discuter avec les citoyens de façon très libre, y compris pendant les repas, etc. Et ça, c'est quand même c'était aussi précieux, sinon on n'aurait pas pu faire l'enquête en réalité. Et donc il y avait quand même une certaine tranquillité d'esprit de ce point de vue-là. Là, je trouve que le CESE a été remarquable par rapport à ça. Oh, la nièce. Et ensuite, Véronique, tu pourras. Merci. Merci à vous deux, c'est très intéressant ce que vous nous avez dit. Je voulais juste, vous m'avez fait penser à quelque chose en parlant du comité de gouvernance. C'est dommage que personne n'ait fait de recherche ou n'ait écouté un peu ce qui s'était passé pendant ce comité, parce que je pense qu'en effet, il a sauvé des situations à des moments où c'était difficile. Et je crois qu'on n'aurait pas pu s'en passer, parce que 184 qui n'ont pas forcément les mêmes idées, qui rencontrent aussi des coachs, qui rencontrent des animateurs, etc., il y a forcément un moment des heures.
l'heure, et la façon dont ils ont résolu certainement tous ces problèmes et qui se sont adaptés est quelque chose, je trouve, très intéressant. Et c'est très intéressant pour la suite aussi, pour mettre en place d'autres types de conventions plus régionalisées. Je vous rejoins assez là-dessus. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de prise de position publique forte. Alors, c'est vrai que l'association réfléchit déjà à des choses au niveau médiatique qui pourraient être faites dans les prochaines semaines, je dirais comme ça. Mais vous auriez pensé à quoi? Quelque chose vous pensiez, si vous avez eu un exemple à nous donner, ou qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Monsieur Villorca? Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, mais je vais quand même vous dire ce que je trouverais merveilleux. Ce serait qu'il y ait un message bref, fort, clair, adressé à la classe politique. Notre convention est arrivée à un certain nombre de conclusions. Nous vous les rappelons en 10 lignes, les principales, parce que c'est quand même assez clair. Nous vous les rappelons en 10 lignes. Et nous vous demandons de ne pas bafouer ce que nous avons fait, d'en tenir compte et de rapidement vous décider. Voilà. Je ne le dirai pas comme ça, mais voyez l'idée. En allant dans les médias. Hein, et là, je demanderai à l'agence France Presse, aux médias, etc. Bon, il y a des gens qui savent faire ça certainement mieux que moi, mais je le médiatiserai et peut-être, je dirais, nous demandons au Premier ministre ou autre une réponse claire dans un délai. Bon, vous pouvez pas être autoritaire avec lui, bien sûr, hein, et voilà. En tout cas, voilà, et peut-être aussi s'adresser au chef de l'État. Mais voilà, en tout cas, moi, en lui rappelant ses promesses, c'est ça, oui. En lui rappelant ses promesses, et surtout, en disant, il serait inconcevable que notre travail soit bafoué, oui, soit ignoré, et qu'on rouvre des débats sur lesquels 185 citoyens on réfléchit, etc. D'autant plus qu'il y a déjà la convention citoyenne précédente qui a donné ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, ça serait l'occasion de rappeler ça. Là, c'est la deuxième fois. Ne nous faites pas le même coup deux fois, quoi. Et je rajoutais autre chose. Je ne sais pas quel est votre degré d'information. Le mien est très faible. Mais je sais que le Conseil économique, social et environnemental prépare une nouvelle convention. C'est dans les tuyaux. J'en sais pas plus. Hein. Si j'en savais plus, je vous le dis. C'est dans les tuyaux. Je ne sais pas si un thème a été choisi, etc. Mais c'est dans les tuyaux. Donc, il faut agir. Donc, c'est rapidement, en plus, vous me demandez comment je vois les choses, c'est rapidement qu'il faut agir. Parce que vous pensez bien que si on nous dit on fait une convention, je dis n'importe quoi, sur l'immigration ou sur la santé, la vôtre, elle sera encore plus oubliée. Donc, Michel, rappelez votre existence. Voilà. Et ce que vous pourriez même faire éventuellement, je ne sais pas si c'est une idée, mais c'est aussi en parler à des députés qui pourraient vous appuyer dans ce sens, comme Falorni, enfin des gens qui étaient favorables, quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds, Agnès, à vos interrogations, mais moi, en tout cas, je serais pas du tout, comment dirais-je, agressif, mais je serais ferme. Je serais ferme. C'est un déni de démocratie que de traiter ce travail n'importe comment. En rappelant aussi l'enjeu qui est un enjeu quelque part qui dépasse la question de la fin de vie qui est importante en soi, mais c'est l'enjeu des conventions citoyennes et de la démocratie délibérative qui doit pas être bafouée comme ça à plusieurs reprises, sinon ça devient du vent. Parce que c'est quand même ce qui menace aussi ce procédé-là, c'est-à-dire que s'il y a une première convention sur le climat qui échoue, enfin qui débouche sur rien, s'il y a une convention sur la fin de vie qui débouche aussi sur rien, petit à petit, l'idée va s'installer dans les esprits que c'est du flan, que ça sert à rien, que c'est du pipeau, et on va oublier tout ça. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu si on veut réformer la démocratie. Mais il faut le faire, mais il faut qu'elle soit tonique, hein. Et peut-être même, oui, demander aux scientifiques qui ont trouvé votre convention bien, etc., de vous appuyer dans un communiqué. Vous voyez, une action vraiment forte. Et vous savez, dans ce genre d'action, il ne faut pas simplement prendre une position. Il faut apporter une réponse et pas simplement poser un problème. Voilà. Dire voilà comment maintenant une proposition. Faire une proposition voilà. Peut-être même un texte de loi. Vous savez, la Convention citoyenne sur la fin de vie, sur le changement climatique, ils avaient préparé des propositions de loi. Hein, ça n'a pas été le cas de la vôtre, mais après tout, dire si on aimerait... voilà ce qu'une loi devrait comporter, quelque chose comme ça.
Véronique? Moi, j'avais une question comment sur le grand âge. Donc, ça passe à un autre sujet. Donc, on a souvent entendu que si l'aide à mourir était possible, ça voudrait dire que ce serait un bon moyen, en fait, de se débarrasser des vieux pour la société. Dans votre livre, enfin, alors j'ai vu quelque chose comme ça, mais les vieux que vous avez rencontrés, j'ai l'impression que cette idée n'a pas été du tout développée par les personnes que vous avez rencontrées. C'est-à-dire que Ouais. ceux qu'on a vus, c'était des gens très engagés, qui étaient très militants, qui proposaient la création de cafés de la mort, enfin je sais plus comment ils appelaient ça, café mortel, je crois que c'était l'idée. Enfin, c'était des gens qui étaient vraiment des militants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du livre, on se pose la question, ce que je trouve d'ailleurs une question tout à fait intéressante, est-ce qu'on peut considérer que les vieux vont constituer une sorte d'acteur collectif nouveau, un nouveau type de militantisme. C'est pas évident à répondre, mais parce qu'il faut plusieurs choses pour que vraiment ça soit un mouvement efficace. Mais ces vieux, ils sont quand même très impliqués. Donc ils n'avaient pas ça à l'esprit. Le fait de se débarrasser des vieux, eux, ils sont pas du tout dans cette logique-là. On l'a pas rencontré. Non, je dois dire une chose, c'est que, par contre, la discussion que vous formulez, elle était présente. Elle est très présente dans le monde des personnes âgées qui veulent réfléchir. Tout le monde ne Oui. veut pas réfléchir, et encore moins tout le monde ne peut pas réfléchir ou agir. Mais les gens qui veulent réfléchir, et je me souviens, il y a des gens qui ont dit attention, il ne faut pas ouvrir la porte Oui, par exemple, des enfants qui se débarrasseraient de leurs parents pour toucher un c'est vrai, c'est héritage, vrai, c'est vrai. ou des choses horribles Ouais, comme ouais, ça. ouais. Il faut bon, et donc, par exemple, la réflexion était, moi, c'est parmi les choses qui m'ont le plus frappé. Une chose est d'accompagner une personne âgée dans la fin de vie quand elle est âgée, vieille. Une autre est de l'accompagner quand elle est dans ses 8 ou 10 derniers jours et qu'elle est malade d'un cancer en phase terminale. Autrement dit, les soins palliatifs, c'est très bien pour ce deuxième type de problème. C'est pas bien pour une personne très âgée, mais qui n'est pas malade. Bon. Et donc, bon. Et parmi les choses qui se discutaient, tous les gens qui ont réfléchi disaient il faut de toute façon que jamais la décision ne soit prise par une personne seule. C'est vrai. Il faut toujours des collectifs de soignants. Il faut toujours qu'il y ait une réflexion de type éthique, si vous voulez, ou morale, si on doit prendre des décisions. Et moi, je voudrais vous dire une chose très personnelle, parce que c'est pour ça que votre question me touche beaucoup. Moi, pendant toute la convention, j'accompagnais une maman qui est morte il y a 3 mois à 99 ans. Et donc, j'avais le sentiment, avec vous ou avec les vieux qu'on a interviewés, de faire des travaux théoriques et puis ensuite de faire des travaux pratiques, pour le dire comme ça. Et donc, votre convention m'a beaucoup aidé à réfléchir à comment me situer par rapport à ma maman qui perdait la tête, qui souffrait, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a urgence à ce que vous déposiez que vous mettiez la pression pour qu'il y ait une loi. Hein. Moi, je rajouterais deux points. Ça me fait penser à des discussions que j'avais eues avec les gens de la MGEN, donc aussi des militants qui, alors eux, n'étaient pas des vieux, mais plutôt des gens souvent soit à la retraite, soit proches, et qui, en fait se posaient vraiment la question. En particulier, ils avaient réfléchi sur la façon dont on s'était débarrassé des vieux parfois pendant le Covid, la façon dont les gens, notamment, avaient été un peu maltraités, y compris dans les EHPAD ou dans les institutions, enfin, parfois. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même ces questions-là à l'esprit. Et l'autre point, c'est parmi les vieux militants qu'on a vus, il y avait aussi cette question plus générale qui était de dire il faut inclure les vieux dans la société, parce que s'en débarrasser, c'est pas que s'en débarrasser physiquement, c'est aussi s'en débarrasser au sens social, c'est-à-dire les laisser crever dans leur coin. Et donc, il y avait quand même chez eux une interrogation plus générale sur le sens d'une vie vieille, comment donner du sens dans la société actuelle.
pour ces vieux. Je voudrais rajouter autre chose par rapport à votre question, Véronique. Vous savez que depuis quelque temps, on dit qu'on peut, je ne me rappelle plus de l'expression exacte, mais on peut, quand on est en bonne forme, laisser des décisions pour le jour où on sera plus en forme. Il y a un mot, Des directives anticipées. Pardon? Des directives anticipées? Alors oui. Alors ce qu'on a appris, c'est que souvent, les directives anticipées, c'est très joli en théorie, mais que le moment venu, ça ne marche pas. Parce que quand les gens souffrent, ils veulent en finir, pour simplifier, Ah oui. mais dès qu'ils ne souffrent plus, les directives anticipées, ça ne leur convient pas ou pas forcément. Donc, ça n'est pas la solution idéale. Je ne dis pas que c'est inutile, hein, mais il faut se méfier des solutions trop simples. Voilà. Celle-là n'en est pas une pour un certain nombre de situations. Voilà ce que je voulais aussi signaler. Alors, je lisais, quelqu'un envoie des messages, que vous avez déjà écrit des lettres, mobilisé, etc. Bah écoutez, et pourtant je fais attention, je dis pas que je lis les journaux tous les jours à fond, mais vous n'avez pas été assez audible parce que ça ne m'a pas frappé à ce point, vous voyez. Donc peut-être qu'il faut être un peu plus. Moi, je crois que passer par les médias, c'est la solution. Parce Oui, que mais si vous interpellez dans une lettre collective avec trouver en plus des appuis dans le monde, je sais pas, moi, des médecins, etc., ou des politiques, quand même, ça peut avoir un impact, il me semble. Oui. Une tribune. Oui. Enfin, voilà. Peut-être aussi vous ce que pourriez. nous avons fait en fait. Hein. Oui. Ah bon? C'est C'est ce que nous avons fait, oui, pour les lettres ouvertes au président de la République. C'était paru dans quoi? Dans Le Monde et dans la Tribune dimanche. Le Monde et la Tribune. Ah bah quand même. Oui. Voilà. Écoutez, évidemment, en ce moment, il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a des choses tellement gigantesques C'est vrai. que l'actualité ne vous sert pas en quelque sorte. Hein. Donc c'est vrai aussi. Mais et puis, enfin, c'est très bien que vous parliez à vos députés ou à vos sénateurs. C'est à eux aussi d'introduire votre point de vue. Hein. Il faut trouver les bons députés, si je peux dire, ou les bons sénateurs. C'est de la com, là. Il faut parce que les médias, c'est un jeu. Il faut trouver comment. Ah oui, d'ailleurs, on avait trouvé aussi que c'était une chose intéressante dans le processus, qui d'ailleurs n'a jamais été étudié par les spécialistes de ces questions-là. C'est que je pense que les citoyens des conventions citoyennes ne sont pas du tout formés au rapport aux médias, et donc ils apprennent sur le tas. Donc au bout d'un moment, vous avez réussi à trouver des solutions, mais en fait, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi savoir comment discuter avec les médias. Et donc, bah voilà, il faut trouver des façons efficaces. Et ça, c'est par essai-erreur, c'est un cheminement. C'est pas simple, mais ça fait partie du problème, il me semble. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, je ne vois plus de questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, j'en ai une. Vous avez abordé un thème en critiquant la justesse du terme utilisé lorsque certains utilisent pour qualifier l'aide active à mourir de rupture anthropologique. Ah oui. Alors, oui. J'ai bien compris que vous contestiez la justesse de ce terme-là. Est-ce que vous pouvez expliciter C'était juste en quelques minutes? Enfin, si tu permets, c'est juste par rapport à la discipline de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il y a un des clichés qu'il y a très souvent dans les médias ces dernières années, c'est on parle à tout bout de champ de rupture anthropologique, il y a toujours des ruptures, mais anthropologique c'est très très fort, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une rupture anthropologique, il faudrait qu'il y ait un changement culturel fondamental, c'est-à-dire qu'il y ait un changement en termes de mythologie, de cosmologie, de vision du monde, de vision du passé, du futur, de façon de s'habiller, enfin, je veux dire, et c'est pas le cas, c'est-à-dire que ça soit l'aide à l'aide à mourir ou enfin l'euthanasie, tout ça s'inscrit dans la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire c'est une des possibilités qui est engendrée par le monde qui est le nôtre, c'est le monde moderne, né de la société industrielle, né de la science. Je veux dire, c'est pas une rupture, ça fait partie du processus qui est dans notre civilisation en fait depuis un moment et au moins depuis le XVIIIe siècle. C'est seulement une évolution, quoi. Oui, Voilà. si vous dites Elon Musk va envoyer sur Mars
des machines qui vont remplacer des hommes et qui tiendront lieu d'humanité sans hommes, là, il y a une rupture anthropologique. Bon, j'espère qu'il n'y arrivera pas. Bon, mais si vous dites à propos de l'aide active à la fin de vie, c'est une rupture anthropologique, alors, comment dirais-je, oui, vous dramatisez C'est ça. inutilement, et il vaut peut-être même mieux dire que c'est un progrès humain plutôt Ah oui. si vous êtes en faveur de ça, évidemment, que c'est un progrès pour l'humanité, bien plus qu'une rupture, parce qu'une rupture, Voilà. Si on découvrait l'existence de Dieu, ça serait une sacrée rupture anthropologique. Mais je veux dire, dans notre civilisation techno-industrielle, bah, les techniques d'aide à mourir s'inscrivent quoi, on va le dire autrement. Vous n'avez pas intérêt, je pense, à jargonner, à reprendre les catégories qu'on trouve dans les médias, Oui. qui font scandale, qui font le buzz, vous voyez, etc. Ouais. Moi, vous avez été remarquable de sérieux dans l'ensemble. Je veux dire, justement, vous avez appris les problèmes, vous les avez approfondis, vous les avez discutés. Bon, c'est peut-être pas la peine de vous embarquer dans des formulations, vous voyez, qui correspondent pas à ce que ce que vous représentez. C'est fait un peu pour faire le buzz, en fait, ce genre Oui. de formule. Non, mais l'objectif, c'était évidemment pas de les utiliser, mais Oui. de comprendre en quoi l'utilisation de cette formule discrédite la personne qui l'utilise. Bah oui. Enfin, discrédite, c'est excessif. Enfin, disons, ça veut dire, bon, cette personne, elle dramatise, on préférerait. Oui. Rentrons dans le problème, regardez ce qu'il en Oui, est. puis c'était dire que ça sous-entendait que ça amenait une menace sur la civilisation, quoi. C'était un peu ça l'idée, en fait. Donc bon, Oui, ça n'est pas justifié. C'est excessif. C'était pas votre vocabulaire à vous. C'était Non. façon de réfléchir. Donc voilà, c'est pas la peine de vous mettre dans d'autres souliers que les vôtres, quoi. Donc, me semble-t-il. En tout cas, j'ai lu là tout à l'heure sur les trucs qui passaient que vous attendez de nous qu'on donne de l'écho à ce que vous dites. Vous pouvez compter sur nous, mais nous n'avons pas beaucoup de moyens, vous savez. Je veux dire, moi, je passe pas ma vie dans des rédactions de journaux, je connais très peu de journalistes. Jamais un journaliste publiera quelque chose qu'il n'a pas choisi de publier. Voilà. Oui. Bon, si vous pensez, je vous le dis à vous tous, en sachant que vous êtes différents, donc vous pouvez avoir aussi des différences d'appréciation, mais si au cours de vos réflexions collectives, vous pensez qu'on peut vous être utile, n'hésitez pas. Alors vraiment, n'hésitez pas, on est à votre disposition, on admire vraiment ce que vous avez fait, il faut le dire très... Ah oui, et que vous vouliez continuer, c'est formidable. Et c'est vrai qu'on a été, enfin, j'espère que ça se voit dans le livre, mais on a été quand même impressionné à la fois par la qualité de tout ce qui s'est déroulé et par l'implication qui ont été la vôtre, qui est quand même, vous avez bossé énormément, alors que vous n'étiez pas obligé, je veux dire, vous avez accepté de jouer le jeu, mais ce qui vous avait fait faire vraiment du travail à la maison, quoi, et de vous impliquer pendant quand même de très longues séances. Donc ça, c'est remarquable. Je voudrais vous dire une chose. Pour un chercheur, on était là comme chercheur, pour un chercheur, une recherche est réussie lorsque l'on sort transformé par rapport à ce qu'on était au moment où on a commencé la recherche. Moi, je peux vous dire que moi, vous m'avez fait beaucoup réfléchir, donc vous m'avez transformé. Et ça, c'est important. Je ne dis pas ça comme... Enfin, je le dis parce que c'est comme ça. Je ne pense pas, après cette convention, comme je pensais en y arrivant. Même si dans l'ensemble, j'étais du côté majoritaire, disons. Bon, et donc, il n'y a pas que vous qui vous êtes transformés, les chercheurs aussi, et je pense les équipes qui vous ont accompagné du côté du CESE ou des consultants. Vous avez mis quelque chose en mouvement, pas seulement chez vous. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Donc, vous pouvez compter sur nous pour continuer à jouer ce jeu parce que c'est remarquable, c'est très utile, très utile. Mais voilà, peut-être que vous aussi, de votre côté, pourrez inventer des façons de continuer à réfléchir, je sais pas, en initiant, en portant des initiatives locales, en défendant la démocratie délibérative sur des projets spécifiques dans des mairies, enfin ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est peut-être aussi à ça qu'il faut penser. Et peut-être si vous avez le sentiment d'une urgence à agir fortement maintenant, peut-être
pouvez-vous essayer d'organiser autre chose qu'une tribune ou une lettre ou autre, un événement? Je ne sais pas si c'est possible, mais dire au CESE, on a besoin de la grande salle tel jour et on va faire un événement avec je ne sais qui, mais enfin voilà. Vous voyez, parce que les médias, ils aiment les événements. Les Oui. tribunes, ils en Oui, reçoivent c'est tout. vrai, c'est vrai. Le Monde, vous ouvrez le Monde tous les jours, il y a 5 ou 6 tribunes différentes. Donc, tandis qu'un événement, ça c'est autre chose. Donc peut-être pourriez-vous... vous êtes en relation avec le CESE, avec Thierry Baudet ou avec Arnaud Mercier? Je pense que vous devriez l'être en tout cas pour réfléchir avec eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser quelque chose qui relance la machine, quoi, fortement? Oui. Un peu spectaculaire, un peu spectaculaire, peut-être. Hein. Bon, je trouve que cette idée est assez motivante, non? Qu'en pensez-vous? Ah, moi, j'aimerais bien. Écoutez, si vous faites un événement, je viendrai, et pas en observateur, je viendrai en compagnon de route. Une solution, Ouais. ça pourrait être trouver une date anniversaire, peut-être aussi. Et- À l'occasion des 1 an de, alors je sais pas si c'est la fin de, ou de la rencontre avec Macron, je sais plus quand c'était, enfin, ou des 2 ans, enfin, trouver une date anniversaire, quoi. Ça peut être. Bon, mais voilà, merci. Je pense que, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je pense qu'on avait retenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.